comment on peut traduire cette impressionnante effort de recherche, d'investigation. Est-ce qu'on peut traduire tout ça en entreprise, en richesse, en valeur économique, en croissance, en emploi, développement local, etc. Deux mots pour introduire mon rôle. Moi, je travaille à l'Université de Venise. Depuis une quinzaine d'années, je investis sur le sujet, le thème métier d'art et développement économique. Bien évidemment, je suis parti avec ce qu'on appelle en Italie le Made in Italy, donc le lien entre métier d'art et certains secteurs industriels comme la mode, le design, la mécanique, la nourriture, la restauration, on pourrait continuer. Pendant les 10 dernières années, je me suis occupé aussi d'une certaines expositions qui ont trouvé un certain succès. Je dirais Homo Faber en particulier. Homo Faber a été lancé en 2018, 2022 la deuxième édition, 2024 la troisième. La première édition avait été lancée par Fondation Michelangelo, bien sûr, mais surtout Fondation Cologni, qui était le premier pas, la fondation italienne. Ciao Thomas Paré, est arrivé. Et j'ai contribué avec le commissaire Alberto Cavalli à lancer le format, l'idée, la première édition. Depuis 2024, on a lancé à l'Université de Venise avec Fondation Cologni un projet qui s'appelle Homo Faber Economy, qui est un projet qui vise exactement le thème, le sujet qu'on a commencé à aborder aujourd'hui et que j'imagine va continuer à être au centre de l'intérêt du mobilier national. Comment ce potentiel fantastique, cette richesse de savoir, de connaissances peut devenir entrepreneuriat, peut devenir emploi, peut devenir développement local. Avec le 4 invités aujourd'hui, on va découvrir des différentes façons de développer cette idée. Le thème est un thème ambitieux. La question que Marc Bayard a posée dans la création du programme d'aujourd'hui, c'est ambitieux. Des start-up métiers d'art. Alors, si on imagine, moi je suis assez âgé pour me souvenir de ce qu'on discutait il y a une quinzaine d'années. Un titre pareil aurait été scandaleux. Alors, sérieusement. Je n'aurais pas accepté de discuter un tel truc. Je disais, Marc, tu veux pas, c'est un risque pour ma vie. Aujourd'hui, au contraire, on vit ce changement de façon, je dirais, tout à fait naturelle. On comprend, et la session, la table ronde qu'on vient de suivre, nous a accompagnés dans ce raisonnement. On comprend bien que il y a de la connaissance particulière. On a discuté des couleurs, mais derrière tout ça, il y avait une façon de faire de la recherche qu'aujourd'hui peut être traduite en quelque chose que peut bénéficier, bien évidemment, d'autres industries, des entreprises nouvelles, des territoires. Et c'est bien quelque chose qui mérite un effort intellectuel particulier parce que nous, on a quand même pensé aux startups en termes numériques. On a Paris, Station F, on a plein d'expérimentations similaires en Europe, on en a même en Italie, à Milan. Mais le raisonnement sur les métiers d'art, là, on vient de débuter. On n'a pas la même maîtrise, on n'a pas la même compréhension du cycle. On a fait référence avant, je notais Sandrine, je crois, à poser la question des relations avec l'industrie.
l'artisanat industriel, on a cité. On évoque, on lance des provocations, mais d'ici à une méthodologie qui soit parallèle, par exemple, à celle qu'on peut expérimenter à Station F, là, il faut faire encore un effort. On a la possibilité de raisonner tout ça avec un parterre impressionnant, avec des compétences tout à fait différentes. Cathy Cotillon vient d'une grande entreprise, une entreprise Saint-Gobain, qui a développé une unité recherche-design où elle travaille. Elle a une très forte expérience de collaboration avec les métiers d'art via Mobilier National, via Sèvres. On aura Bernard Leroy qui gère l'agglomération. Le mot agglomération pour un Italien, c'est un peu étrange. Des centres où s'est développé cet écosystème qui s'appelle Fabrique des métiers d'art. Donc là, on va avoir une dimension territoriale. Avec Eric Angibouste, on va découvrir le potentiel de l'art, de la créativité dans les organisations. L'art non pas comme un but, mais comme un outil pour faire déclencher des dynamiques de productivité. Pardonnez-moi, moi je suis un économiste, donc certains mots, je vais les utiliser, même si... Mais on va continuer ce raisonnement avec un allié naturel, avec Thomas Paré, qui vient de HEC CNRS, et qui travaille plus ou moins, si j'ai bien compris, parce qu'il vient d'arriver, on n'a pas eu le temps de négocier un peu son intervention, qui s'occupe plus ou moins de même thème, de même sujet. C'est ça un peu le programme qui va nous occuper jusqu'à 1 heure. Et je voudrais démarrer tout de suite avec Cathy, qui peut reprendre le fil de la conversation, de la discussion qu'on vient d'écouter, qu'on vient d'entendre. On a beaucoup parlé de recherche. Écoutez, c'est quand même particulier. On a parlé de recherche, on a parlé d'expérimentation, on a parlé d'un dialogue avec des unités qui font d'autres métiers. C'est quand même intéressant de comprendre du point de vue d'une grande organisation, est-ce qu'on peut définir une recette, une solution, une procédure, une vision au moins sur ce thème à partir de l'expérience de quelqu'un qui travaille dans une grande organisation et qui maîtrise quand même certains sujets. Merci beaucoup pour cette introduction. Du coup, oui, je m'appuierai sur quelques éléments aussi pour vous... Comment dire, pour lever le voile un peu sur la réalité derrière en fait ces grands enjeux. Donc moi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'ouvrir la discussion parce que je n'ai pas de recette. Donc ça c'est finalement la conclusion de mon intervention. Et par contre... Et voilà. Donc il y a déjà un élément avec lequel repartir, mais par contre j'ai peut-être des éléments d'expérience qui peuvent inspirer parce que je pense que sur les métiers du design et de la création, alors pardonnez-moi aussi des termes que je vais peut-être utiliser qui sont des termes d'entreprise, mais ça permet aussi peut-être de faire un pas vers les métiers d'art pour comprendre aussi la lecture qui est celle de l'industriel quand il aborde la question de l'innovation et de la recherche. Donc je dirais que en tant qu'industriel, on est un petit peu, nous, je vais dire, obsédés par les process. C'est-à-dire qu'à un moment, certes, il est important de pouvoir amener de l'innovation, mais si ces innovations, on ne peut pas, entre guillemets, les processer, alors du coup, ça devient un peu compliqué de pouvoir prédire et d'anticiper la valeur que ces innovations ont pour le marché. Donc je dirais que je pense que c'est peut-être une des premières choses que j'ai pu découvrir en rejoignant le groupe Saint-Gobain, parce que je n'ai pas toujours travaillé chez Saint-Gobain. Je viens plutôt du monde des agences de design. Et donc, mon expérience dans l'industrie, elle est finalement assez récente. Elle couvre les 10 dernières années de ma carrière. Et donc, c'est ce que je découvre quand j'intègre le groupe Saint-Gobain.
Donc j'insisterai aussi sur le terme de groupe Saint-Gobain, puisqu'en fait, depuis Colbert, donc c'est pour ça qu'on a quand même quelques éléments de démarrage avec les manufactures, puisque nous avons été aussi nous-mêmes une manufacture, il y a eu pas mal d'évolutions. Pas mal de mutations aussi en termes de modèles de création de valeur. Donc là, c'est un autre mot aussi, je pense, qu'il nous faut introduire. Le lien avec les métiers d'art, le premier s'est fait justement avec Hervé Lemoine. Et je lui disais, mais en fait, quel lien tu vois avec nous? Il me dit, bah, tu sais quoi, Saint-Gobain, c'est la manufacture qui a réussi. Et là, sur ce coup-là, on a eu un bel échange parce qu'en fait, quand il disait ça, il embarquait derrière la question les enjeux de diversification. Donc aujourd'hui, alors je ne sais pas si on peut passer les slides aussi. Voilà. Une petite figure, hein, c'est qu'aujourd'hui, derrière les miroirs de Versailles, aujourd'hui, on est plutôt un groupe industriel spécialisé sur la construction légère. Donc derrière, en 360 ans, un processus de diversification énorme s'est opéré, en fait. Donc on n'est plus exactement ce que nous étions au démarrage. Donc peut-être aussi que cette question derrière les questions de start-up, parce que j'ai pas envie, moi, de parler de ces modèles en tant que modèle, parce qu'en fait, je les connais pas. Hein. Je suis designer, c'est pas des choses que je vois. Mais par contre, ce que je vois d'un point de vue économique, c'est que en tant qu'organisation, et ben finalement, on a changé de modèle d'organisation de la manufacture à quelque chose qui se construit en unités de valeurs, hein, qui sont des modèles de revenus variés et qui, en s'articulant, produisent la valeur économique d'un groupe et amènent une proposition singulière sur le marché, et en plus, en particulier, celui de la construction, que l'on souhaite plus soutenable depuis quelques années, mais ça reste finalement un phénomène assez récent. Et donc, voilà, donc il y a un mot que je voulais introduire qui est celui de la valeur. Le deuxième mot que je voudrais introduire dans le débat, c'est la notion aussi de conciliation. Parce que en tant que designer, donc nous on est intégré à la direction recherche et développement, donc à la direction de l'innovation du groupe Saint-Gobain. On œuvre au sein d'un centre de recherche et de développement où 95% des compétences qui sont dans ce centre sont des compétences d'ingénierie, de la science des matériaux. Voilà. Donc le design, finalement, c'est quelque chose d'assez minoritaire à l'échelle des effectifs. Là, voilà, 168 000 collaborateurs pour le groupe Saint-Gobain. Donc finalement, cette question du design, elle est quand même assez minoritaire. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est éminemment fondamentale, en fait, parce que sur le secteur de la construction, donc nous fabriquons et nous proposons une grande variété de matériaux, dont les matériaux de construction. Pour nous, le matériau de construction n'est pas un matériau, c'est un produit, en fait. Voilà. Donc ce n'est pas une matière qui est censée derrière être reprise pour fabriquer d'autres objets, c'est qu'en fait, l'objet, c'est le matériau de construction. Donc le matériau de construction, en fait, il faut le voir comme un système, en fait, puisque c'est composé d'une matière qui peut être de la laine de verre, du gypse, une architecture qui est une ossature avec de la menuiserie, etc., en fonction des applications. Donc, en fait, c'est un produit avec des fonctions variées qui ont pour objectif d'améliorer la qualité d'usage des bâtiments. Et puis, on en a parlé un petit peu ce matin sur les enjeux de propriété au feu, etc. Donc, faire en sorte que ces bâtiments soient vraiment habitables. Au sens de l'ingénierie, c'est au sens de presque, je dirais, de la sécurité, c'est-à-dire d'être dans des lieux où en fait les humains peuvent mener à bien leurs activités sans danger, qui peuvent être des risques au feu, de santé, de plein de choses. Donc en fait, nous on amène des solutions de seconde œuvre pour le bâtiment et aussi des solutions qui nous permettent, entre guillemets, de doter les bâtiments de propriétés climatiques. Puisqu'en fait, le gros de nos solutions, c'est d'amener des réponses au niveau aussi du confort thermique.
Et donc aujourd'hui, on voit bien que quand nous, on regarde le sujet du développement durable, eh ben, on le regarde aussi sous cet angle-là, puisqu'aujourd'hui, les ressources peuvent remettre en question le fait qu'on puisse être là tous ensemble aujourd'hui avec une température qui nous permette de pouvoir nous écouter et dialoguer dans les bonnes conditions, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre métier. Voilà. Donc ensuite, quel est l'enjeu du design derrière tout ça? Du coup, je veux... Voilà, super. Alors, du coup, pareil, là, j'en ai un petit peu parlé, mais si on va sur 2 slides après, il a fallu construire le lien, en fait. Il n'était pas naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce groupe industriel tourne sans le design. Sauf que notre raison d'être aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos bâtiments soient vraiment habitables. Donc c'est l'habitabilité des bâtiments et plus largement de la planète. Donc il y a un enjeu humain derrière tout ça. Voilà. Et quand je parle de conciliation, c'est parce qu'il y a un enjeu à articuler les enjeux économiques avec l'idée d'une vision financière d'entreprise, avec aussi des enjeux peut-être d'une forme d'économie plus symbolique. Parce que, on en a parlé aussi ce matin, eh bien à un moment, les innovations, elles n'ont du sens que si elles sont acceptées et adoptées par les personnes. Et donc, on ne peut pas juste regarder l'ingénierie du bâtiment sans comprendre aussi le point de vue des occupants dans leurs activités, dans leurs aspirations, dans leur mode de vie, mais aussi les enjeux de tous les hommes et les femmes qui fabriquent le bâtiment. Voilà. Donc dans mon équipe, on a pivoté un petit peu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des designers, il y a aussi les sciences humaines. Vu ce que j'ai dit avant, on ne peut pas adresser la complexité des sujets environnementaux pour le bâtiment qu'avec de la création. Voilà. Il nous faut aussi d'autres expertises. Et donc c'est pour ça que je parle de conciliation, c'est qu'à un moment, il faut faire travailler des compétences qui, à l'origine, dans l'entreprise, je dis bien dans l'entreprise, hein, sont plutôt silotées, sont plutôt positionnées dans des espaces très différents et à qui on donne et on adresse des missions aussi qui sont souvent différentes et pas interfacées. Donc, ce que je porte dans l'entreprise, c'est l'idée que le design et les métiers de la création sont de formidables facilitateurs de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui ont la vision de la forme, pour pouvoir articuler l'ensemble des acteurs sur un projet qui fait sens et qui soit soutenable. Donc en fait, nous, alors on n'est pas très nombreux, mais c'est la brèche sur laquelle on s'est positionné et c'est l'enjeu qu'on se donne au quotidien pour ça. Donc par quoi ça passe? Si on peut passer du coup encore plus de slides, encore s'il vous plaît, voilà. Donc, pour se donner du coup une image de ce que je raconte, donc l'idée c'est aussi de re-questionner le statut du matériau de construction pour pouvoir intégrer des dimensions. Donc le troisième mot, d'usage. Voilà. Donc ça c'est un terme qu'on entend énormément actuellement, mais qui est sans doute j'ai envie de dire l'incarnation du fait que les choses derrière elles ont une vie et qu'elles sont manipulées par d'autres acteurs. Voilà. C'est avec la relation avec les métiers d'art rentre à ce moment-là, il me semble. Tout à fait, parce que alors là c'est un exemple d'une solution qu'on a développée dans l'équipe, qui est un outil qui permet de matricer un enduit de façade. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai dit process. Donc, ce que voudrait quelque part aujourd'hui le secteur du bâtiment, c'est d'industrialiser à 100% la fabrication du bâtiment. Donc, ce qui donne aujourd'hui, donc un de nos produits que vous connaissez tous, c'est que les architectes aujourd'hui, on discute avec des architectes et donc ils ont toujours, avec beaucoup de gentillesse, mais un regard assez caustique dessus. C'est que par exemple, nous on commercialise la BA13, qui est la plaque de plâtre, qui permet de faire des cloisons, des finitions, etc. Bon, donc c'est blanc, c'est lisse. Et on peut souvent
pas intervenir dessus. Donc là, l'idée, c'était de se dire, on va s'inspirer aussi des savoir-faire, parce qu'avant, on a fait des façades avec des enduits beaucoup plus travaillés, qui amènent une qualité esthétique aussi au bâtiment. Donc, on travaille avec les artisans d'art et aussi les artisans du bâtiment pour réactiver aussi des savoir-faire et des techniques. Et après, notre travail, ça devient plutôt de se dire comment on peut l'industrialiser. Voilà. Donc, je ne parlerai pas de passage à l'échelle, moi je parlerai plutôt d'industrialisation, dans le sens où, derrière ces techniques, il faut qu'elles puissent être réalisables avec les moyens de production disponibles. Voilà. Donc l'échelle, Saint-Gobain, vous l'avez compris, c'est énorme. Hein. Donc du coup, l'échelle est grosse. Et donc, par ce travail de la compréhension aussi des différents usages, donc pas uniquement de celui qui installe, mais aussi des problématiques qui sont liées aux façades, notamment de vieillissement, de durabilité du matériau, etc. Nos démarches de design, qui ne sont pas que de la création, mais qui sont aussi sur de la méthodologie de conception, fait qu'on vient enrichir le cahier des charges du produit. Cathy, il y avait un thème qui a été soulevé par Tony Jouanneau et qui reprenait l'ouverture de Marc Bayard sur le thème open source. Là, on a un centre de recherche avec une organisation très formelle, avec des positions, avec des responsables, avec un périmètre très clair et net. Là, l'autre côté, ils nous ont dit, Tony nous a dit que l'échange, une certaine collaboration, là, pourrait donner des résultats différents, aboutissant à une idée d'open source qui est au centre du projet lancé par Mobilier National. Le projet, on a déjà entendu tout ça, les Fab Labs, il y a une dizaine d'années, c'était exactement ça, donc de laboratoire partagé avec... Est-ce que ce dialogue avec les métiers d'art nous pousse vers une idée plus open innovation, plus innovation ouverte, ou bien on peut gérer tout ça avec des collaborations plus pointues, plus spécifiques? Alors, la chose qu'il faut avoir bien en tête quand on se met du point de vue d'un industriel, c'est pour ça que je parlais de la valeur, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on crée des choses, contrairement... je trouve que nous, dans les métiers de design, il nous faut être très sensibilisés à comment se calcule cette valeur du point de vue des acteurs et du point de vue de la filière, et aussi comment elle est redistribuée. Si on n'a pas ça en tête, je pense qu'on peut avoir quelques difficultés à dialoguer avec les acteurs économiques. Donc ça, pour moi, c'est un premier point. Ce dialogue, il peut donner lieu à des réponses, en effet. Par exemple, comment on collabore, et dans le secteur, on va dire, de la recherche plus académique, ce sont des choses qui existent déjà et où je pense qu'il y a des apprentissages à tirer. Il y a dans la recherche différentes étapes. Je dirais, il y a la question de la production de la connaissance. Cette production de la connaissance, elle peut être partagée. Et largement. Et donc, par exemple, chez Saint-Gobain, il y a certaines recherches que nous mettons en place avec des établissements, notamment d'enseignement, qui donnent lieu à des thèses. Et certains de ces travaux, du coup, sont disponibles à l'ensemble, à tout le monde. Voilà. Ensuite, je dirais qu'il y a la production de la connaissance et après, il y a la question de l'exploitation de ces connaissances. C'est là où ça devient plus compliqué. Là, nous, c'est pas open. Là, c'est pas open. Message très clair. Voilà. Quand je dis que c'est pas open, c'est qu'à un moment, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir passer à l'échelle industrielle, vont se rencontrer des connaissances antérieures de part et d'autre des acteurs. Voilà. Et donc là, il y a un moment où il y a des enjeux juridiques qui se posent
dont on ne peut pas s'affranchir et qui permettent à un moment de pouvoir parler de modèle économique. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est assez compliqué. Si les choses restent ouvertes et que chacun veut l'exploiter, du coup, ça donne des débats sur le partage après de la valeur qui deviennent très très complexes. Donc, très clair, donc voilà. Je crois que le message est tout à fait clair. facile. Ça, c'est quelque chose sur lequel je crois que Marc Bayard, Mobilier National, devra travailler. On peut bien lancer un message, on va coopérer, mais ce qu'on vient d'entendre, c'était tout à fait important. Les entreprises industrielles sont tout à fait conscientes qu'à un certain moment, l'exploitation dépend des brevets, dépend d'une protection de la propriété intellectuelle qui pose un problème. Je crois que c'est un thème sur lequel on va retourner. Il y avait deuxième dans cette superbe liste de contributions, Bernard Leroy. Juste avant de finir, c'est comme je sais que je n'aurai pas obligatoirement le temps de rester. Juste la slide d'après, exactement. C'est parce que le sujet aussi de l'ennoblissement, il se pose chez nous et c'est aussi des choses qu'on essaie de porter nous en tant que designers dans un monde qui est très industrialisé et qui a envie de tout standardiser parce que du coup, les choses sont plus simples, elles sont optimisables, elles sont prédictibles, il y a plein de valeurs en fait à standardiser les choses. Mais, il y a quand même un mais, il y est que quand à un moment on introduit dans notre environnement finalement des matériaux qui peuvent être neufs au sens où ils demandent une production qui n'est pas celle que nous avons nous-mêmes industrialisée. Et là, je pense à tout ce qui relève des matériaux issus du recyclage. Là, ces matériaux-là, en fait, poussent, sachez qu'ils poussent l'industrie, en fait, à devoir se re-questionner. Parce qu'en fait, tout simplement, eh bien, c'est des matières qui ne rentrent pas obligatoirement dans les usines telles qu'elles sont aujourd'hui et telles qu'elles fonctionnent. Donc ça pose à l'entreprise un sujet. Et je pense aussi que si demain on travaille de plus en plus avec les métiers d'art, eh bien en fait, il y a une vraie conscience à avoir que ça fait bouger en profondeur les lignes de l'entreprise qui peut être un peu rigide en fait dans ses moyens de production. Voilà. Et donc le travail qu'on a fait là, ça a été de se dire, l'industrie n'aime pas les défauts. Elle aime mettre en place des services qualité, etc., pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas et qu'il n'y ait pas de problème. Et en fait, par la création et le design, on est venu travailler plutôt justement les textures pour les aider à gérer, alors excusez-moi du terme manager, c'est pas beau, à gérer en fait les imperfections, parce qu'en fait, elle n'aime pas ça. Donc elle évacue tout ce qui peut être à un moment non standard. Et là, finalement, en ramenant la valeur de la matière, on les a aidés à être beaucoup plus à l'aise avec des choses qui sont imparfaites. Tout à fait intéressant. Moi, je viens de Venise. Là, je peux vous dire que même si on a essayé de standardiser, là, on a des problèmes. Les métiers d'art sont fondamentaux parce que la restauration des maisons dépend des métiers traditionnels. Là, l'industrie a essayé de faire n'importe quoi. Mais chaque fois, on rentre dans le vieux système. Bernard, nous, on est tout à fait curieux de connaître l'expérimentation que vous avez menée à Center. Je veux anticiper seulement que ça s'agit de quelque chose que nous, en Italie, on a expérimenté de façon, je dirais, naturelle. Il n'y a rien de naturel, par exemple, dans les districts industriels. C'est tout à fait social, c'est tout à fait culturel. Mais chez nous, tout ça a été spontané. Et là, on a expérimenté des laboratoires, des véritables laboratoires métier d'art avec de l'entrepreneuriat. Vous, à Center, vous êtes en train de créer quelque chose à partir d'une politique de façon bien définie qui est tout à fait intéressante. Tu nous racontes ? Oui, avec plaisir. D'abord, bonjour à tous. Merci à Marc Bayard de m'inviter à partager effectivement la création et le développement du premier écosystème territorial dédié aux métiers d'art et au luxe. Et alors, l'agglomération Center, alors, Stéphano, agglomération, c'est pas un gros mot. En fait, l'organisation en France, on a les communautés de communes jusqu'à 50 000 habitants. Ensuite, on a les communautés d'agglomération
Nous, on est à 60 communes, 105 000 habitants, et puis après, il y a les métropoles. Donc voilà, c'est une organisation qui nous permet, au sein d'un bassin de vie, eh bien, de développer des écosystèmes. Et donc, on a commencé il y a déjà 20 ans, 25 ans, à créer le premier écosystème autour de la pharmacie, en créant des pharmaparks, en amenant auprès des laboratoires pharmaceutiques qui étaient là, qui étaient plutôt petits, mais enfin des grandes marques, mais plutôt de taille raisonnable. Et on a amené des fournisseurs, des sous-traitants, des organismes de contrôle, de formation, etc., autour de la pharmacie. Et on est passé, comme ça, en 20 ans, de 2000 emplois à 10 000 emplois. Voilà, donc ça, on sait faire, on a vu comment ça se passait, on a fait des erreurs, mais on sait faire. Et là, il y a 10 ans, on s'est dit, il y a quelque chose à faire autour des métiers d'art et du luxe. Et moi, je suis absolument fasciné par le modèle italien de ce que vous avez réussi à faire. Je trouve que dans mon entreprise, j'ai ouvert des laboratoires à Florence, j'ai vu ce qui se passait à Florence, à Prato. J'étais juste bluffé de voir comment des créateurs arrivent à développer des PME de 3, 5, 10, 15, 20 personnes et à passer à une échelle vraiment économique, vraiment qui fertilise des territoires complets et qui fait vivre la création et qui permet d'ailleurs aux grandes maisons d'avoir un coup d'avance par rapport aux autres dans le monde entier. Et donc on a créé effectivement cet écosystème qui s'appelle la Fabrique des métiers d'art et qui en fait accompagne les créateurs dès le départ de la création de la start-up avec un parcours résidentiel, donc avec des ateliers tremplins sur 1000 m2 aux ateliers Saint-Cyr au Vaudreuil, et qui permet ensuite, avec des loyers très bas la première année, un petit peu plus élevé la deuxième, etc., de démarrer son activité. Ensuite, comme ça marche, on leur trouve des locaux plus grands à louer, ou si ça se passe encore mieux, à acheter. Et on a quelques exemples tout à fait intéressants de PME qui ont aujourd'hui 150 à 200 personnes et qui travaillent pour des grandes maisons sur de la maroquinerie, de la bijouterie, etc. Et donc ça, c'est l'idée de l'accompagnement en termes de locaux. Il y a un accompagnement également managérial. Parce que quand on est créateur, je veux dire, bon, il y a des techniques de gestion qu'on n'appréhende pas forcément quand on a fait une grande école parisienne ou autre. Et donc, il y a cet accompagnement managérial. Il y a un accompagnement également commercial, et on va jusqu'à non seulement faire la publicité, la communication, mais créer des lieux d'exposition qui permettent aux gens de vendre et de vivre de leur métier. Mais pour tout ça, pour que ça marche, ça fait 10 ans qu'on a démarré. Alors, on est la communauté d'agglomération, donc Senneur, c'est en Normandie, c'est autour de Louviers, le Vaudreuil, Gaillon, et on est exactement à mi-chemin entre Paris et Deauville. Donc, c'est facile à repérer. Voilà. Et donc, le terrain favorable, c'est quoi? C'est d'abord créer l'appétit, éveiller les jeunes au métier de la main. Et là, on a travaillé depuis maintenant 10 ans avec une association qui s'appelle l'Outil en main et qui permet à des enfants de 9 ans à 14 ans de travailler avec un artisan de métier, avec les vrais outils et les vrais matériaux. Et puis on a aussi sur notre territoire la maison Hermès avec un programme magnifique qui s'appelle Manufacto. On a 3 programmes Manufacto dans 3 collèges qui permet effectivement tous les ans d'avoir des jeunes qui, avec un maroquinier de la maison qui vient une après-midi par semaine, de concevoir un produit, de le découper, souvent c'est du cuir, etc., et de le fabriquer. Et ils repartent à la fin de l'année avec, par exemple, un porte-document. Alors ils ont appris la surface du rectangle, la périphérie, le machin, etc. C'est aussi pédagogique, mais ils travaillent. Et je peux vous dire que le jour où il y a la remise officielle en fin d'année, on leur donne leur porte-document ou leur autre objet, il se passe quelque chose dans les yeux de ces enfants extraordinaire. Et donc tout ça, c'est une centaine d'enfants tous les ans quand même qui ont l'occasion de le toucher.
Ensuite, il y a effectivement des écoles de formation. Donc là, on travaille effectivement en étroite collaboration avec, on a la chance, avec Olivier de Serres, avec l'école Boulle, etc. Donc pour développer des programmes de formation. Il y a également la maison Hermès, qui est l'école Hermès des savoir-faire chez nous, qui comment dirais-je, forme 120 maroquiniers en 18 mois. Donc là, il y a le pôle formation. Et ensuite, pour qu'un écosystème marche, et vous le savez mieux que tout le monde, il faut bien sûr de la formation, il faut des lieux de production, mais il faut aussi de la recherche et de l'innovation. Et donc là, on travaille avec Jean-Baptiste aussi Bertin-Blanc depuis maintenant un certain nombre d'années, notamment sur le collège M2. Alors, le collège M2, c'est quoi? C'est un atelier de recherche et d'innovation qui favorise la création en incorporant les technologies d'aujourd'hui. Donc Jean-Baptiste, qui est dans la salle et qui répondra à toutes les questions plus précises, parce que moi, fait travailler des trinômes avec un designer, un artisan d'art et un geek, enfin un digital maker. Et là, ils sortent des objets absolument fascinants, ce qui nous a d'ailleurs permis d'être retenus pour exposer à la Paris Design Week avec des objets absolument extraordinaires. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple, mais on n'a pas le temps, il faut que tout le monde parle, donc je vais laisser la parole à tout le monde. Non, je contrôle le temps. Par exemple, là-dessus, c'est quoi en marqueterie, quand on fait de la marqueterie, c'est à plat. Et ça doit être au micron près, enfin, je veux dire, la juxtaposition des différentes pièces. Si vous voulez faire de la marqueterie en 3D, c'est quasiment impossible, parce que chaque pièce est différente, etc. Et donc là, les génies de l'informatique ont mis au point un programme qui permet pour chaque pièce de non seulement donner sa forme que l'on voit de dessus, mais également l'angle de coupe de chaque pièce. Bon, bref, c'est un exemple parmi d'autres. Il y avait une dizaine de trinômes qui ont présenté des choses absolument fabuleuses. Donc, recherche et innovation. Et puis, bien sûr, ensuite, je l'ai dit, les lieux de production et puis des lieux d'exposition permanentes où on fait tourner sur des thèmes différents, des expositions dans une ancienne église du XVIe siècle, désacralisée, qui s'appelle le Carré Saint-Cyr, au Vaudreuil. Je vous invite tous à venir voir l'exposition qui est en ce moment jusqu'au 29 décembre. Il n'y a pas d'image. Et il n'y a pas d'image, c'est dommage. Hein, voilà, voilà. Bon, bref. C'est dommage, c'est beau. Vous pouvez le regarder sur votre téléphone, ça vaut le coup. Bon, voilà, en gros, donc cet écosystème se développe très bien, en relation effectivement avec des grandes maisons, j'en ai cité une, mais ce n'est pas la seule, et puis également avec des artisans qui se sont développés, plus ou moins. Et moi, j'ai un peu une frustration. J'ai une anecdote personnelle. On a au Vaudreuil, une très belle commune, hein, 4000 habitants, un très beau golf, vous pouvez venir quand vous voulez, dont je suis maire, donc voilà. Et donc, voilà, j'ai une publicité gratuite. On avait un ébéniste. La maison Hermès s'est implantée au Vaudreuil en 1976. À l'époque, Hermès, c'était une très belle PME, quelques centaines de personnes. Et il y avait, donc pour les parfums Hermès, voilà. Et il y avait un ébéniste dans la commune extrêmement talentueux. Mais il était âgé. Et Hermès s'était adressé à lui pour la décoration de ses boutiques. À l'époque, il n'y en avait pas près de 300 comme aujourd'hui. Et il faisait des choses merveilleuses. Et ils l'ont incité à faire plus, à recruter, à former, etc., pour pouvoir accompagner à l'international le développement de cette magnifique maison. Et il était trop vieux, il était trop âgé, il ne se voyait pas démarrer. Il travaillait tout seul, magnifiquement. Mais voilà. Et donc je trouve que ces grandes maisons sont aussi l'opportunité pour un tas de créateurs ou de gens de métier qui ont des savoir-faire particuliers de se développer, mais à condition effectivement d'avoir cette vision développement d'entreprise, qui est une création de valeur, c'est pas un gros mot. Et je trouve que voilà. Il y a seulement une question là sur laquelle Marc et moi on a un débat depuis des années. Comment peut-on contribuer à ce déclic, à ce changement d'approche par rapport à des gens qui ne sont pas nécessairement des entrepreneurs? Comment on
on le soutient, pas on les convainc, on le soutient dans ce passage. Est-ce que vous avez des cours ou des programmes de soutien ou de formes d'accompagnement? Alors, il y a une technique qui marche bien, c'est que comme on a sur notre territoire, on a plus de 4000 entreprises, on a des petites, des moyennes, des grandes, on a des startups dans différents domaines, et il y a des clubs d'entreprises, donc d'entrepreneurs. Et là, on injecte en quelque sorte les créateurs. Non mais on les invite à venir participer à ces clubs de créateurs. Ils échangent. Il y a aussi des programmes de formation avec la Chambre des métiers et d'artisanat, des formations gratuites que nous, qu'on paye pour le management, le positionnement prix, le marketing, etc., pour les aider à faire tout ça. Et puis, on les aide également dans les démarches administratives. Nous, on est dans un pays en France où il n'y a pas de démarche administrative, c'est très simple, donc voilà, il n'y a pas de problème. Comme donc, en Italie, voilà. exactement la même situation. On a tout simplifié sans problème. Merci Bernard Leroy. Je crois que moi, j'ai déjà demandé à Bernard Leroy de visiter cet espace. Je suis tout à fait curieux de voir comment ils ont su recréer un écosystème qui suit la bonne leçon du pharmaceutique. Parce que c'est ça, vous avez quand même déjà développé tout ça, et aujourd'hui c'est le deuxième chapitre. Eric Angiboost, là il y a une perspective encore différente. C'est une entreprise, le CV d'Eric Angiboost est très riche, mais aujourd'hui on parle de cette activité muséo qui contribue à une idée de créativité, d'innovation qui est peut-être plus riche, plus intéressante que celle que nous, on enseignait dans nos universités, liée au projet que Cathy Cotellon a développé en posant le thème du design à l'intérieur de Saint-Gobain. Quelques mots sur Muséo et l'impact sur le métier d'art. Alors, bonjour, ravi d'être là avec vous. En fait, moi, ce que j'ai retenu, parce que les mots importants, je pense qu'ils ont été évoqués. J'ai entendu usage, j'ai entendu valeur, j'ai entendu marketing. Et ça, c'est souvent pas l'approche naturelle d'un artisan. Voilà, alors, il y en a qui sont très à l'aise avec ça, mais c'est vrai que ce n'est pas des métiers qui attirent pour ces valeurs-là. Et en fait, quand on parle de Startup Nation, en fait, on parle d'entreprises quand même, alors, de jeunes entreprises qui ont pour ambition de devenir une grande entreprise. Donc, dans le mot entreprise, et je vais revenir sur le mot entreprendre, il y a déjà un mot essentiel, c'est prendre. Et donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va essayer d'ouvrir des opportunités et de saisir des opportunités avant les autres. Et ça, pour moi, la clé, c'est de la posture, en fait. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de méthode, c'est pas une question d'apprendre, c'est vraiment une question de posture. C'est vraiment se dire, est-ce que moi, j'ai envie de dupliquer du mieux possible le métier que j'ai appris et être dans ce système-là ad vitam aeternam, parce que c'est une posture, qui est souvent la posture de l'artisan, ou est-ce que j'ai envie de dire, mais moi, non, en fait, l'artisanat, c'est un moyen, c'est pas une fin, et moi, je suis avant tout un chef d'entreprise. Et donc, le chef d'entreprise, c'est là où la posture change, c'est qu'il va se poser la question de l'usage de son produit. Marketing, qui est un mot que je déteste, hein, je ne fais pas moi un roi du marketing, je suis très mauvais là-dedans en plus, mais le marketing, c'est juste l'analyse du marché. C'est, ok, moi j'aime ce produit, pourquoi je l'aime, à quoi il va servir, et puis quelle est la taille du marché que je suis capable d'ouvrir avec ce produit-là. Donc ça, c'est vraiment une posture essentielle, et on revient, alors je suis ravi que ce soit un économiste qui anime la table ronde, puisqu'on revient sur des sujets d'économie, encore une fois, c'est pas plus savant qu'autre chose, c'est juste une posture, et c'est une posture essentielle. Alors Muséo, donc je prends l'exemple, Muséo c'est une EPV, je suis ici aussi au titre, je suis vice-président du réseau Excellence qui regroupe l'ensemble des EPV, donc les entreprises labellisées entreprises du patrimoine vivant en France. Il y a un peu plus de 1000 entreprises. Il y en a un peu plus de la moitié qui sont adhérentes au réseau Excellence. Donc on regroupe 1000 entreprises et les EPV. Ce qui est intéressant dans ce modèle, et c'est pour ça que le label a été mis en place, c'est que c'est des entreprises artisanales qui ont déjà un peu industrialisé leur métier, puisque le chiffre d'affaires moyen doit être autour de 3,5 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est des entreprises où on se retrouve déjà avec des organisations de 10, alors il y en a qui ont très bien réussi, ils sont plus de 200-300, mais on va dire en moyenne des organisations autour de 20 personnes. Donc là, on retombe sur cette posture, ce sont des chefs d'entreprise.
Donc, qu'est-ce qu'a fait Muséo? Alors, Muséo, la particularité de Muséo, c'est que c'est une EPV, donc labellisée sur des métiers qui défendent le patrimoine, qui défendent le territoire, qui défendent un certain savoir-faire, mais c'est une EPV qui a 20 ans d'âge. Donc, c'est un métier qu'on a inventé. Donc, ça existe aussi. Donc, il y a 20 ans, c'était une start-up. Et qu'est-ce qu'on a fait? Nous, à l'époque, donc le métier de Muséo, c'est quoi? C'est d'amener du contenu artistique dans des bâtiments qui accueillent du public. Nos clients principaux sont des hôtels, donc on travaille beaucoup avec les designers, les décorateurs, ou des résidences de personnes âgées, ou depuis un certain temps, depuis 5-7 ans maintenant, des sièges d'entreprise. Et l'idée, c'est d'utiliser du contenu artistique, mais encore une fois, le contenu artistique, c'est là où le changement de posture, c'est pas une fin pour nous, c'est un moyen. En fait, le contenu artistique permet de faire véhiculer de l'émotion, le but, il est là, mais le but, c'est les gens qui sont en face de moi, en fait, l'art, ok, mais pourquoi? Tout le monde aime l'art, c'est pas le sujet. Mais pourquoi est-ce que je vais payer de l'art pour faire ça? Et c'est là où le changement de posture, encore une fois, c'est quoi l'usage? Ben, mon usage, c'est l'usage de l'art. L'art va servir à quoi? Et l'art, il va servir à montrer des valeurs, à créer un parcours client, à aider des entreprises à faire revenir leurs collaborateurs au bureau, diminuer le temps de télétravail, diminuer l'absentéisme. Et en fait, quand vous êtes face à un directeur de l'environnement de travail ou un DRH d'une grosse entreprise et que vous voulez lui vendre votre métier, bien-être au travail, ok, on en a tous conscience, mais ça ne suffit pas en fait. Et c'est là qu'il faut revenir. Alors j'utilise un autre gros mot que je déteste aussi, qui sont les KPI. Donc KPI, c'est quel est le rapport investissement produit que je vais pouvoir présenter dans mon offre de service. Et aujourd'hui, pour vendre de la curation d'art dans une entreprise comme Saint-Gobain, L'Oréal, en fait, c'est pas avec un joli portfolio de designer que ça se fait. Il faut aussi ça, bien sûr, mais ça, vous savez tous le faire, je viens de le dire. C'est être capable de dire en face de vous, à la personne qui vous reçoit, que vous allez lui permettre d'avoir 10% de personnes de plus le mardi, qui est un jour, alors je prends un exemple qui est peut-être mauvais, mardi peut-être pas un bon jour, mais le vendredi, où finalement ils sont tous en télétravail. Vous lui expliquez que son taux d'absentéisme, vous êtes capable de lui réduire, etc. Donc en fait, encore une fois, c'est ce changement de posture en fait, qui est essentiel pour pouvoir développer une entreprise. Et pour moi, les startups de métiers d'art, mais bien sûr, c'est une évidence. C'est une évidence, mais ce que je remarque, c'est souvent cette faiblesse sur cette capacité à projeter finalement son métier dans un environnement qui n'est pas complètement le sien, et puis avoir cette ambition, encore une fois, de saisir une opportunité. Là, on n'est pas dans la duplication de son métier. Enfin, un entrepreneur, pardon, ce n'est d'une manière générale pas une profession libérale. Voilà. Un entrepreneur, il investit. Il y a un rapport au temps qui est différent. On ne vend pas notre temps, on investit, on fait de la recherche et du développement, et à un moment, comme les grandes entreprises, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, à un moment, il y a un rapport à l'efficacité économique, quoi. Et ce n'est pas uniquement vivre tranquillement en répliquant un geste de la meilleure qualité possible. Il y a une posture qui est très différente. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire en tant qu'expérience. Donc il y a plein d'entreprises qui font ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une opportunité incroyable. C'est parce que les métiers que vous représentez, ils sont tous magnifiques. Ils sont beaucoup plus mis en valeur aujourd'hui qu'ils l'ont été. C'est que bon, je ne suis pas tout jeune, hein, j'ai 60 ans. Quand j'étais à l'école, on était tous, je suis universitaire, mais on était formés pour finir chez L'Oréal ou chez Total, en gros. Hein. Ça, c'est fini. J'intervenais à HEC il y a une quinzaine d'années. Il y avait moins de 5% des étudiants qui voulaient être entrepreneurs. Aujourd'hui, ils doivent être à 25 ou 30%. Donc on sent que le monde a basculé. Donc tant mieux, parce que du coup, ça donne un champ d'intervention beaucoup plus libre. Ça donne une personnalisation à outrance, ce qui n'était pas le cas avant. On était, comme vous disiez très justement, dans une logique de standardisation à outrance. Ça, on en est sorti. Donc là, l'opportunité, elle est en face de vous. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir un petit bout de métier d'art chez lui. Donc après, à vous d'identifier la niche, parce que ce soit Muséo ou des entreprises EPV que je citais, on est tous dans des hyper niches en fait. Hein. Ça reste des métiers où quand il y a un chiffre d'affaires potentiel de 40 ou 100 millions à faire, c'est énorme. Donc tous les ébénistes de luxe, les gens qui font les tapis de qualité, etc., ils sont tous face à ces métiers des hyper niches. Donc, à vous d'aller identifier les niches dans lesquelles vous avez envie de rentrer, de saisir ces opportunités et de mettre vos métiers au service. Moi, j'ai une question, selon moi, c'est une question que beaucoup de monde a dans cette salle. C'est sur cette attitude, cette posture, c'est le mot qu'on a utilisé. Est-ce que cette posture à prendre, à saisir l'opportunité, est aujourd'hui
partagé, surtout dans les nouvelles générations. Parce que là, c'est un débat italien, c'est un débat français, c'est un débat européen. On imaginait que la génération dans laquelle nous on est placé était une génération un peu plus lancée sur cette thématique. Là, aujourd'hui, les gens de 20 ans, on dit en Italie, on dit en Europe, ils ne sont pas tellement excités par cette perspective. Alors, je le dirais peut-être autrement. Je vais reprendre mon terme entreprendre. Aujourd'hui, ce que je vois chez Buséo, on est une cinquantaine de collaborateurs, moyenne d'âge 30 ans, donc ils sont quand même assez jeunes. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, le terme entreprendre pour un jeune, c'est pas entreprendre au sens d'entreprise que j'évoquais, c'est plutôt entreprendre sa vie. Et là, encore une fois, c'est un petit pas de côté, quoi. Entreprendre, il faut prendre des risques. La rémunération de l'entreprise, c'est le risque que vous êtes capable de prendre en anticipant des choses un peu avant les autres. En tout cas, c'est le but. Donc ça, c'est effectivement, bon, voilà, entreprendre, il faut savoir prendre des risques. Donc aujourd'hui, est-ce que les gens ont envie de prendre des risques? En tout cas, moi, je leur conseillerais de le faire parce qu'ils n'ont jamais été aussi protégés, en tout cas les jeunes, donc s'ils ne le font pas aujourd'hui, c'est dommage. Après, je pense que pour cette posture, pour revenir dessus, parce que ce terme est important, ce que vous avez dit est essentiel. Aujourd'hui, pour moi, il y a deux leviers. C'est prendre des gens qui ont cette recherche, qui ne savent pas comment le faire, parce que c'est vrai qu'être entrepreneur, quand ses parents n'ont pas été entrepreneurs, quand on n'a pas été élevé dans une entreprise, bah, c'est pas si simple que ça, parce qu'on est enfermé dans un système, entre guillemets, là où l'entrepreneur, encore une fois, il renverse la table, il dit, bah, moi, ma vie, je me la fais moi, voilà, moi, j'ai pas de chômage, on n'a droit à rien. Et voilà. Donc, à un moment, il faut avoir ce courage-là. Et ce courage-là, bah, en fait, il faut juste se rassurer. Et se rassurer, donc, il y a des clubs d'entrepreneurs, et ça, je pense que c'est des initiatives qui sont très bien. Après, il y a un autre truc, c'est le coaching aussi, hein. Coaching qui vous fait prendre confiance en vous-même, on sent, mais finalement, et ça c'est une chose que je peux vous dire, quand vous faites les choses bien, que vous les faites pour vous ou pour les autres, c'est pareil, hein, vous les faites bien. Donc un jour, quand vous les faites pour vous, ça marchera aussi. Hein. Voilà. Il peut y avoir quelques ratés, c'est la vie de l'entreprise, mais ça marchera aussi. Donc moi je pense que voilà, il y a des leviers, il y a des initiatives. Alors aujourd'hui, encore une fois, pour répondre à la question, il y a plein d'initiatives. Bon, on est là aujourd'hui, c'est une initiative. La BPI fait un truc depuis 3-4 ans maintenant. Alors, elle a réfléchi à reproduire justement sur les métiers d'art, mais depuis 3-4 ans, la BPI envoie dans les laboratoires de recherche des gens pour identifier des chercheurs qui pourraient se coupler avec des entrepreneurs pour qu'en France, on arrête de faire surtout de la recherche fondamentale, qu'on fasse un peu de la recherche appliquée, parce que c'est là que la création de valeur, elle est. Hein. Ce qu'on disait tout à l'heure sur l'open source, tant qu'on recherche, c'est ouvert, dès qu'on met en œuvre, c'est plus ouvert du tout. Parce que la création de valeur, elle est là. Et donc voilà, donc je crois que oui, c'est possible pour le métier d'art. Je pense que le sujet, il est d'actualité. Le campus de Versailles, dont je fais partie du conseil d'administration aussi du campus de Versailles, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une magnifique initiative, où là, c'est sa deuxième année, donc c'est très récent. On a couplé l'université de Cergy, l'université de Versailles, la région et le château de Versailles pour faire un cluster de métiers d'art. Bon, bah, c'est magnifique parce que le lieu il est sublime, tout le monde se comprend, c'est un développement très intense. Donc je crois que l'actualité aujourd'hui, toutes ces initiatives contribuent à faire signe à tout le monde en disant « Ok, tu es un artisan magnifique, peut-être qu'en changeant de posture, tu vas non seulement te développer, toi, à plus grande échelle, puis tu vas aider l'économie française. » Voilà. Et la fierté française de représenter tous ces métiers d'art. Eric, tout à fait intéressant. Moi, j'adhère, je suis convaincu que vous deux, vous avez raison. Le passage de métier d'art à une posture entrepreneuriale passe à travers un groupe. On ne fait pas tout seul tout ça. On le fait dans un système qui bouge, qui te pousse. Ça, c'est la leçon italienne. Ça, c'est ce qu'on a appris en Italie. Deux, que le système a tremblé. Là, on a perdu immédiatement traction entrepreneuriale. Immédiatement. Là, il faut la recréer, il faut la lancer. On a l'opportunité importante de conclure ce tour avec Thomas Paris, la leçon des écoles de gestion. HEC, c'est un établissement tout à fait reconnu, en Italie aussi. D'ailleurs, j'ai mon enfant qui étudie à HEC. Et mon fils, c'est pas mon enfant. Est-ce que les écoles de gestion ont pris en charge ce thème et comment l'ont développé? Thomas. Alors, vous m'entendez? Non, oui.
Alors peut-être merci d'abord à Marc de m'avoir invité. Alors la difficulté quand on arrive juste avant le début ou juste après le début, c'est que je mets tout le monde mal à l'aise parce que je ne sais pas ce que vous allez me poser comme question et vous ne savez pas ce que je vais vous raconter. Je vais répondre à la question, mais avant tout, donc là je découvre un petit peu tout ce qui se dit. J'ai l'impression d'être dans un concours de gros mots. Start-up, valeur, marketing, KPI, et chacun y va de son mot. Non, KPI quand même, c'est vraiment gros. Ça, c'était exagéré. KPI, là, je me suis senti vraiment mal à l'aise, mais quand même. Mais voilà, donc je vais jouer le jeu et je vais essayer de remporter le concours et je vais donner un gros mot encore plus fort tout à l'heure. Mais pour pouvoir le faire, peut-être effectivement préciser ce qu'on fait et ce que je fais, parce que je suis à HEC, mais je suis aussi au CNRS. Et je suis avant tout au CNRS et je suis chercheur. Et Stéphano, vous m'avez présenté comme allié, et je suis effectivement un allié. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire depuis des années en tant que chercheur, c'est de comprendre la création et de comprendre comment elle vit, comment elle naît, comment elle s'épanouit. Donc on a évoqué plein de dispositifs qui étaient très intéressants, notamment clusters, écosystèmes, qui sont évidemment des terreaux de création. Et je n'oublie pas votre question, mais peut-être un certain nombre de réflexions que m'évoque cette table ronde. Ce que moi je vois quand j'étudie l'économie de la création, et c'est ce que j'essaie de raconter à mes étudiants, c'est que c'est effectivement une économie particulière, qui a un certain nombre de caractéristiques. La première caractéristique peut-être, alors c'est dans le désordre, c'est que la valeur qui est essentielle, il y a deux composantes. Il y a une valeur qui est mesurable, dès qu'on touche aux fonctionnalités, c'est des choses qui sont mesurables, et il y a une partie de la valeur quand on parle de création qui n'est plus mesurable et qui relève de la subjectivité, et donc qui va se traduire par quelque chose d'assez singulier, c'est qu'elle va être construite socialement, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas de vos ateliers, elle ne sort pas de vos entreprises. La valeur va se construire dans un écosystème dans lequel on aura des prescripteurs, on aura des diffuseurs, on aura un certain nombre d'acteurs qui vont la construire. Et donc ce qui va donner lieu à une difficulté supplémentaire qui peut se traduire par une forme d'anxiété quand on est dans une logique de production ou de création, c'est qu'on ne sait pas la valeur de ce qu'on est en train de faire. La deuxième caractéristique qui me semble essentielle, et c'est là que je vais battre le record du gros mot, c'est que le modèle le plus vertueux de la création, de l'économie de la création, c'est un modèle qui est hyper concurrentiel, hyper compétitif. Et c'est le plus vertueux. C'est le plus vertueux pourquoi ? Parce qu'il y a un autre modèle qu'on a abandonné dans les pays occidentaux depuis des années, c'était le modèle du fonctionnariat. On décide qui est créateur, qui a le droit de créer, qui a le droit de créer des tableaux, et puis ils sont payés à vie pour créer. C'est un modèle qui est très confortable, mais ce n'est pas le plus stimulant. Et donc le modèle dans lequel on a basculé de manière un peu générale, plus ou moins consciemment dans les économies occidentales, c'est un modèle qui est concurrentiel. C'est-à-dire qu'on accepte que n'importe qui puisse dire « moi j'ai envie de créer quelque chose et j'ai envie de venir jouer dans le jeu de la concurrence et de la compétition et j'ai envie de proposer quelque chose ». Avec évidemment un certain nombre de conséquences. Première conséquence, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, et d'où cette hyper-concurrence. Et deuxième conséquence, c'est que ça force à se distinguer. Et donc si on veut arriver à être visible, à exister, il faut arriver avec quelque chose de fondamentalement différent. Et donc c'est en ça que c'est ce côté vertueux. Donc il y a le côté qui est un peu pas très agréable, qui est ce côté d'hyper-concurrence, une forme d'extrémité du monde libéral, mais on n'a pas trouvé mieux en fait. On n'a pas trouvé mieux. Et quand... alors je parle de création de manière très générale, c'est-à-dire que moi j'étudie le design, l'architecture, le parfum, le cinéma, l'édition, le jeu vidéo, qui partagent tous ces caractéristiques. Dans tous ces secteurs, on a une hyperabondance. Et c'est dans cet environnement-là dans lequel il faut jouer. Donc effectivement, ce qui oblige à un certain nombre d'éléments de posture, hein, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver une manière d'exister dans ce monde-là, avec aussi, malheureusement, une forme de mortalité, pardon pour ce terme, je continue dans les gros mots, une forme de mortalité, c'est-à-dire que tous les projets, toutes les propositions d'individus subjectives, malheureusement, quelle que soit leur qualité intrinsèque, n'arriveront pas à s'imposer, n'arriveront pas à exister. Aujourd'hui, dans le monde de la musique, vous avez tous accès avec Spotify et Deezer à des centaines de millions de titres. Il y en a 1% qui arrive à être un peu visible, et il y en a 1%, peut-être un demi-pourcent, qui permet aux gens de vivre. C'est un modèle, c'est une économie qui fonctionne plutôt pas mal et qui se traduit évidemment par des difficultés pour les acteurs qui y sont engagés. Troisième élément, alors évidemment après
y a des enjeux d'accompagnement de cette forme d'hyper-compétition. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait satisfaisant sur le plan social, et parfois ça implique quand même une nécessité d'une implication des pouvoirs publics. Peut-être un élément sur les gros mots, start-up notamment. D'abord, moi j'ai une vision un peu différente, c'est-à-dire que je suis beaucoup intervenu devant des contextes de créateurs où effectivement le monde a changé. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand j'intervenais devant des gens du monde de la musique et que je disais, ou que quelqu'un disait pour moi le mot économie, c'était fini pour moi, quoi. Enfin, j'avais dit un gros mot et tout mon discours pouvait tomber à l'eau. Donc ce que j'avais trouvé comme subterfuge, c'est de dire si économie ne vous plaît pas, vous le remplacez par écologie. Voilà. Simplement, quelle que soit l'activité de création dans laquelle vous êtes engagé, vous êtes obligé de trouver une économie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des ressources que vous allez mettre en face de recettes, et il faut que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde rentre dans une logique de taille, de croissance extrême. Moi, dans l'univers dans l'univers de la grande cuisine, par exemple, il y a plusieurs modèles, des noms que vous connaissez tous, hein. Alain Passard, chef 3 étoiles, Alain Ducasse, chef 3 étoiles, Anne-Sophie Pic, chef 3 étoiles, il y en a un certain nombre comme ça. Et en fait, c'est tous des gens qui ont trouvé une économie, mais qui n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'un Alain Ducasse a décidé, et c'est son choix, et il n'y a pas de jugement de valeur à porter là-dessus, a décidé de rentrer dans une logique d'industrialisation. Et donc aujourd'hui, il gère je ne sais pas combien de restaurants partout dans le monde, donc ce qui suppose d'avoir un modèle qui fonctionne en face, c'est-à-dire d'accepter une forme de division du travail, et donc il a trouvé un modèle qui fonctionnait comme ça. Au contraire, Alain Passard, chef 3 étoiles aussi, lui a décidé, et c'est son choix, et c'est pareil, ça n'a pas à être critiqué, a décidé qu'il tenait absolument à rester dans une forme d'artisanat, au sens où il tenait à rester proche de ses équipes et proche de ses clients, et d'être en cuisine tous les jours. Et donc il a monté un modèle qui fonctionne aussi. Donc là, on parle de modèle, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que, quelle que soit l'activité de création dans laquelle vous êtes, il y a un enjeu d'alignement, il y a un enjeu économique évident, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut trouver une économie dans laquelle s'inscrire, mais il y a aussi un enjeu d'alignement en fonction de ce que sont vos envies, vos valeurs, vos désirs, etc., avec un modèle économique qui fonctionne. Thomas, est-ce que je peux poser une question pour cette salle, parce que en tant qu'économiste, je crois que ça pourrait être intéressant pour tous. Moi, je travaille pour une banque européenne, et récemment, on a été invité à un séminaire sur la crise du luxe. Vous savez que la crise du luxe, aujourd'hui, apparaît structurelle. Il y a très peu de marques qui n'ont pas de problème au niveau de capitalisation. Et les gens de la banque, ils nous ont demandé, est-ce que vous voyez un futur pour de petites, moyennes entreprises qui pourraient bénéficier, ça c'était la question, de la crise structurelle d'un certain nombre de marques qui ont été soutenues par la communauté financière, mais qui aujourd'hui ne semblent pas tenir la route. Alors la question est, est-ce qu'il y a pour les gens dans la salle une possibilité parmi les modèles, les différents modèles qui ont été évoqués, est-ce qu'il y a aujourd'hui des différentes possibilités pour les gens qui disent, moi je veux rentrer dans le jeu, pas dans un jeu, point numéro 2, hyper compétitif, un jeu plus écologique, en bénéficiant quand même d'une opportunité qu'aujourd'hui semble structurelle pour les 10 prochaines années. Alors, il y a une autre caractéristique qui est essentielle à avoir en tête quand on parle d'économie de la création, c'est que dans à peu près tous les secteurs, et c'est valable aussi dans les secteurs qui sont structurés autour des acteurs du luxe, on a une cohabitation entre des mastodontes, des énormes acteurs, et des tout petits acteurs. Et toute la dynamique de la création repose sur cette espèce d'équilibre-là, qui repose sur plusieurs éléments. Une division du travail. C'est-à-dire que les petits acteurs ont beaucoup plus la capacité à apporter de la nouveauté, de l'innovation. C'est leur raison d'être et presque c'est une nécessité pour eux. C'est-à-dire que quand on veut exister, quand on est un petit acteur, un nouvel entrant, on est obligé d'apporter de la nouveauté. Les grands acteurs ont une capacité à assumer le risque, à gérer le risque,
ont une puissance de distribution extraordinaire. Et donc, on a toujours eu une espèce de cohabitation dans à peu près tous les domaines. Alors, dans la musique, on parle des majors, il y en a 3. Dans le cinéma, on parle des majors, il y en a 6. C'est la même logique. C'est-à-dire que quand on est un petit acteur, on est dans ce... Et on parle, en tout cas dans les secteurs de la culture, on parle de oligopole à frange. Ça, c'est pas un gros mot, mais c'est un mot un peu barbare. Oligopole, ça veut dire qu'il y a quelques acteurs qui contrôlent l'essentiel du marché. Et à côté de ça, il y a des franges concurrentielles où plein de petits acteurs sont dans une concurrence beaucoup plus frontale. La dynamique des petites structures ou des gens qui se créent, quand elles arrivent à se faire une place parce qu'elles proposent quelque chose de différent, il y a 3 voies possibles. La première, je commence par la pire, c'est de mourir, parce que c'est des économies quand même très fragiles, économies de risque. La deuxième, c'est d'être acheté ou d'être adossé à ces grandes structures qui se nourrissent de ça, Elles ont beaucoup moins la pardon, je ne parle pas de Saint-Gobain, mais structurellement, les grandes structures ont beaucoup moins cette capacité à apporter de la nouveauté et de l'originalité. Pour plein de raisons, et c'est pas qu'elles sont mal dirigées ou quoi, c'est pour plein de raisons structurelles. Donc la deuxième voie, c'est d'être raccroché, racheté à ces grandes structures. Et la troisième voie, c'est d'arriver, et c'est pas la voie la plus facile, mais il y en a régulièrement qui arrivent, à parvenir à grandir dans cet environnement et à devenir potentiellement, alors peut-être pas les futurs majors de demain, mais en tout cas des futurs grands acteurs. Donc après, la crise du luxe, elle renvoie à différents éléments, des éléments qu'on a évoqués. C'est peut-être changement du côté plutôt de la demande, de la consommation, le rejet un peu de tout ce qui est un peu moins authentique. Alors, quand on parle de luxe, on a aussi des acteurs très, très différents. Il y a des acteurs qui mettent en avant la création, l'authenticité, etc. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans une démarche très marketing, donc qui vont mettre le marketing en avant. Donc, il peut y avoir un rejet de cette industrialisation, il peut y avoir un rejet de ce côté un peu show-off du luxe. Donc ça c'est des dimensions qui tiennent un peu à l'ère du temps qu'on ne maîtrise pas bien. Mais effectivement, dès lors que le contexte change, c'est aussi des moments d'opportunité assez des opportunités à saisir. Nous, on avait promis de terminer nos travaux à 1h, mais il y a le temps, 10 minutes. Marc, moi je regarde parce qu'il me contrôle continuellement. Alors là, on a 5 minutes pour des questions rapides. Je crois que Cathy doit nous laisser. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et je laisse merci. Salle. Marc, tu vas recueillir les questions et après je crois qu'on peut recueillir certaines questions et après on le gère. Moi j'ai une question très courte, je ne sais pas si la réponse va être longue, il est possible, mais à la vue de tout ce qu'on s'est dit là, est-ce qu'il faut absolument grandir pour considérer qu'on a réussi ? Bon, ça c'est une question existentielle qu'on va faire. C'est vrai que c'est une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Voilà. Pour reprendre le thème cher à Marc Bayard, quand on se met à l'épreuve du temps par rapport au temps financier, en fait, il y a un autre gros mot qu'on n'a pas prononcé, c'est retour sur investissement. Comment est-ce qu'on concilie les exigences du financier avec le temps long des métiers d'art? Après, on va collecter s'il y a d'autres questions. Non, chaque réponse question, parce que s'il y en a trop de questions... Alors, sur la première, peut-être, sur en fait, grossir, j'ai une entreprise, bien sûr que non, on n'est pas obligé de grossir, mais une entreprise, c'est aussi un organisme vivant, un peu comme un enfant. Quand ça grossit, ça va bien. Une entreprise qui rétrécit, c'est compliqué. Donc c'est pas grossir à tout prix, mais déjà la taille du marché vous offre une sécurité. C'est que plus vous êtes un acteur important, plus vous avez de la sécurité, parce que vous n'avez pas qu'un seul client, vous avez plusieurs clients, vous avez plusieurs marchés. Donc ça c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Et grossir n'est pas un but en soi. En revanche, une entreprise qui grossit, c'est des collaborateurs qui se développent, c'est des gens que vous embauchez. C'est une dynamique qui est quand même assez positive. C'est comme un enfant qui grandit. Voilà, ça demande plus de ressources, mais le produit final, il est plus intéressant. Mais c'est pas un but, hein, ça s'impose un peu, quoi. Voilà.
la deuxième question, je crois que c'est Thomas, la personne à interroger. Oui, juste un mot, parce que, bon, évidemment, je partage ce qui a été dit, mais je prends l'exemple d'Anne-Sophie Pic, donc, dans le monde de la cuisine, qui a un modèle économique qui l'oblige à grossir, et notamment pour cette question de comment on arrive à faire évoluer, faire grandir, retrouver des nouveaux collaborateurs qui puissent être en mesure d'apporter quelque chose à l'entreprise. Si elle ne grossit pas, elle n'est plus capable de faire ça. La question du temps long, effectivement, qui est une question cruciale quand on parle de création, puisque par nature, dès qu'on veut proposer de la nouveauté, il va falloir construire le marché, construire la demande d'une certaine manière. Elle n'est pas préexistante et donc ça demande du temps. Et souvent, les entreprises qui ont cette capacité à vouloir imposer quelque chose, moi j'ai certains exemples en tête, voient leurs chiffres, leurs KPI qui ont plutôt tendance à baisser avant de remonter. Et cette capacité à assumer ce temps-là, à dire oui, je vais faire le dos rond parce que c'est de la création, parce que c'est un peu nouveau, est essentielle. Et donc la manière dont est organisée la manière dont vous devez rapporter, pour parler français, notamment à vos investisseurs, va jouer un rôle crucial. Le succès de Pixar pendant des années tient en partie au fait qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Steve Jobs et qui disait « allez-y, et vous avez le temps de développer votre truc ». Pixar sans Steve Jobs et sans ce temps long n'aurait pas été Pixar. Question. Pixar, ce n'est pas une petite entreprise. Oui, j'aurais une question, je voudrais revenir, je pense que pour la journée, ça me paraît important de revenir sur ce qui a été abordé par la personne qui est partie, Saint-Gobain, qui disait « produire des connaissances, c'est partageable, les exploiter, ça l'est moins ». Je pense qu'on est au cœur d'un des sujets aujourd'hui. Je pense aussi que ça se discute, c'est-à-dire que, bon, produire des connaissances, ça se partage, ok. Les exploiter, je crois que ça dépend vraiment comment les connaissances sont produites, c'est-à-dire qu'on avait des exemples ce matin, la table ronde précédente, sur des connaissances produites avec des soutiens de mécènes ou des soutiens de subventions. Là, on comprend bien l'intérêt de partager ça, c'est un juste retour, hein, je pense. Là, on mentionne peut-être des cas où les gens qui produisent les connaissances n'ont pas besoin d'aide. C'est les grands dont vous parliez, hein, je pense. Or, dans l'écosystème que vous présentez, la complémentarité voudrait quand même qu'il y ait un partage de connaissances. Est-ce que vous pouvez creuser un peu ce sujet-là, s'il vous plaît? Oui. Comment partager des connaissances? Ça me paraît important pour aujourd'hui. Bernard, comment on le gère, tout ça? Pardon. Il y a ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est d'abord les échanges personnels, les rencontres, les émotions, etc. Et les échecs de certains, les réussites de l'autre, des autres, etc. Donc ça, il y a le côté vraiment, et on n'y arrivera pas par des réseaux digitaux, etc. Il y a des nécessités de rencontres personnelles, des événements, enfin, comme Momo Faber, j'étais cette année pour la première fois, je regrette de ne pas y avoir été plus tôt, mais c'est juste un bouleversement complet. Enfin, je veux dire, on vit des choses, on rencontre des jeunes, des créateurs fabuleux. Donc ça, il y a et des forums comme aujourd'hui, enfin les tables rondes sont importants. Après, la propriété intellectuelle, c'est compliqué. Et puis en plus, on a le problème international où on est plutôt sur des copyrights, et puis en France, on est sur les droits d'auteur. Toute la partie propriété intellectuelle, c'est aussi un sujet qu'il faut pouvoir aborder de façon sereine pour protéger effectivement la création. Et voilà. Donc il y a aussi cet aspect juridique et du droit qui doit être abordé, mais c'est qu'une partie de la réponse. Je suppose que d'autres... Oui, je crois que ça c'est une partie. Je crois que la question, si j'ai bien compris, la question était aussi sur l'exploitation. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de la création qui nécessite ce dialogue, cette interaction, tout ça, ce soutien aussi par des institutions comme Fondation Bettencourt, est-ce que l'exploitation va bénéficier seulement une petite partie des acteurs en jeu, ce qui contredicte un peu l'idée d'écosystème? Si j'ai bien compris, il y avait quand même une perplexité dans la question là. Oui, un peu plus équitable, un peu plus.
ce qui devrait aussi permettre aux gens qui ne veulent ou qui ne peuvent pas ou qui ne sont pas capables d'obtenir des résultats importants, est-ce que pour eux, il y a une opportunité de croissance, par exemple, du point de vue culturel, du point de vue humain. Je voulais poser la question aux nos interlocuteurs. Avant, on a parlé d'hypercompétitivité, et je crois que ça, c'est un thème qui, en Italie, c'est un thème typique. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans un environnement compétitif qui peut étouffer tout élan, tout enthousiasme? Ouais, c'est une question moi, qui m'a toujours intrigué. Hein. Enfin, je reprends encore un autre exemple et qui est sans doute le plus extrême. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il doit y avoir à peu près 300 nouveaux jeux vidéo qui sont lancés sur les plateformes de jeux vidéo. Pourquoi des gens se lancent dans la création de jeux vidéo, sachant qu'ils vont être noyés dans cette masse-là? À la rentrée littéraire de septembre, il y a 600 nouveaux livres qui sont publiés. Et 600 nouveaux livres qui sont publiés, ça veut dire qu'il y a 100 fois plus de gens qui ont écrit un manuscrit pour avoir peut-être la chance d'être publiés. Ça paraît toujours un peu fou, et les personnes qui se disent on est dans un environnement complètement saturé, mais moi je vais tirer mon épingle du jeu et je vais créer un modèle économique tenable, c'est des entrepreneurs. Il y a un côté un peu, je suis très très sûr de moi, mais ça marche. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que cette espèce d'hyper-compétition donne lieu à une économie qui fonctionne, en tout cas dans sa capacité à faire émerger de la nouveauté. Et donc la réponse est plutôt à trouver chez les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire, moi je me suis beaucoup intéressé à cette notion de talent, qui est évidemment centrale dès qu'on parle de création. Et quand on parle de talent, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est égo. Et avec une connotation parfois un peu négative. Moi, j'ai fini par renverser le terme en disant c'est une nécessité, cet égo-là. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable de faire confiance à sa propre subjectivité, parce qu'on n'a absolument rien auquel se raccrocher, sauf si on veut essayer de coller au marché. Et ensuite, il va falloir y croire envers et contre tout. Et dès qu'on va apporter quelque chose d'un peu nouveau, c'est vraiment envers et contre tout. C'est-à-dire que tout le monde va vous dire ça ne marchera jamais, mais ça on ne fait pas comme ça, le marché n'en veut pas, etc. Et être capable de tracer sa voie avec ses convictions dans cet environnement, j'aurais tendance à dire que c'est une nécessité. Donc la réponse est un peu là. Quand on a ça en soi, ben oui, il faut foncer, ce qui ne garantit pas le succès. Quand on n'a pas ça en soi, ça risque d'être un peu plus compliqué. Moi, pour revenir sur le contenu, alors je parlais devant les économistes, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que c'est très dur de produire du contenu. Aujourd'hui, il y a un basculement de la création de richesse qui est largement au détriment des producteurs de contenu. Le contenu, il est pillé en permanence. Et aujourd'hui, et depuis longtemps, mais aujourd'hui plus que jamais, quand on regarde où la valeur se capitalise le plus, c'est les distributeurs, que ce soit un réseau Internet, que ce soit un distributeur de magasins. Le luxe, aujourd'hui, toute la richesse du luxe depuis les 15 dernières années, c'est le développement de leur boutique. C'est la maîtrise de leur réseau de distribution. Donc aujourd'hui, entre celui qui pousse du contenu, comme probablement tous ceux qui sont ici, parce que c'est un peu notre métier à tous, de plutôt s'attacher au contenu qu'à d'autres structures économiques, il faut se dire qu'aujourd'hui c'est dur. Moi je trouve que c'est dur, c'est plus dur que ça n'a jamais été. Il y a une captation de la richesse sur la distribution, il y a une très grosse captation de la richesse sur la finance aussi, depuis une vingtaine d'années qui a mis la main sur le truc. À un moment il faut faire avec. Donc pour répondre à ce que vous disiez, l'entrepreneur il fait déjà ce qui plaît. La chance, c'est ce qui est quand même assez reconnu socialement, c'est qu'on est des femmes et des hommes libres en fait. C'est qu'on a décidé de renverser la table en disant moi mon chemin ce sera celui-là. Alors après c'est un chemin qui n'est pas facile, c'est un chemin houleux, mais comme je vous le disais, si à force d'essayer ça marche, moi je prends souvent l'exemple d'un entrepreneur qui veut financer son activité. Un entrepreneur il est capable de rencontrer 20 banques, 19 banques vont lui dire non, et puis il y en a une 20e qui lui dira oui. Pour faire ça, il faut quand même être hyper motivé. Si vous êtes DAF chez L'Oréal, vous n'allez pas frapper la porte de 20 banques. Déjà, vous n'avez pas besoin, mais vous n'allez pas faire cet effort-là. Mais quand on fait ces efforts, l'expérience, c'est que ça marche quand même. Donc, celui qui a écrit un bouquin, parmi tant d'autres, va peut-être se rendre compte qu'il n'a pas vendu son livre, mais il a peut-être trouvé une activité autour de l'écriture qui lui plaira. La musique, c'est pareil. Il y a plein de façons de faire la musique que de la publier sur Spotify. Donc, je pense qu'à partir du moment où vous avez cette énergie en vous, cette passion autour d'une activité, et d'art représente cette passion, il faut changer de posture pour prendre un peu d'altitude et se positionner sur des niches de marché, encore une fois, qui existent, pas se regarder le nombril tous les jours en disant j'adore faire ça, ils vont m'acheter ça, ça suffit pas. Mais en fait, en essayant et de manière erratique, on finit par y arriver, je pense.
On a une dernière question, après on ne va pas profiter de votre patience. Allez-y. Oui, je voulais profiter du fait qu'on a des experts en face de nous pour aborder un autre gros mot. Dans l'univers de la start-up, on a des termes pour parler de milieux spécifiques comme la food tech, la fintech. Est-ce qu'on ne développerait pas un terme pour la craft tech? Craft tech. Craft tech, hein, super idée. Alors moi, j'ai même suivi des entreprises. Si je peux donner une petite réponse très vite, on a lancé, moi je suis avec l'université, on suit sur le thème craft tech, on a suivi une quinzaine d'entreprises et une a amené le numérique sur le textile. Peut-être, vous savez qu'il y a deux entreprises qui ont fait, en particulier une entreprise israélienne qui a développé une technologie pour la impression 3D sur le textile. Je crois qu'il y a un univers tout à fait séduisant, tout à fait intéressant sur ça. C'est un univers qui est immédiatement reconnu, apprécié et racheté par les entreprises, je dirais, au bout de la filière. L'agressivité personnellement que j'ai remarqué sur ça, ça a été impressionnant. Et j'étais personnellement frappé par la détermination avec laquelle deux grands groupes en Italie qui sont liés à des groupes français, Pattern et Fleurance, peut-être vous les avez entendus, c'est des fournisseurs de grandes entreprises, de grandes marques françaises, c'est le côté manufacture de... Et eux, ils ont racheté, je dirais, n'importe quoi. Et Craft Tech, c'est au top de leur priorité. Si on a des combinaisons sophistiquées entre savoir-faire manuel et technologie dans plusieurs secteurs, là, l'agressivité devient impressionnante. Je ne veux pas profiter, mais j'ai profité moi-même de ma position, mais si vous avez des craft tech, c'est quand même un super thème. Oui, moi je peux dire un mot très rapide là-dessus, parce que ça peut effectivement tout à fait arriver, et le jour où ça arrive, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que les investisseurs, comme beaucoup d'acteurs, ont tendance aussi à raisonner à partir de ce qu'ils connaissent du passé. Et donc si à un moment donné il y a une craft tech, ça veut dire qu'il y aura une première entreprise de ce milieu qui aura commencé à marcher, et que donc les investisseurs se diront, eh ben, il y a un marché, et donc il faut y aller, et on peut y aller. Et la food tech, etc., à chaque fois, il y avait une première entreprise qui avait commencé à percer, et donc c'est un peu une façon de raisonner qui est à peu près naturelle, donc ce sera une bonne nouvelle le jour où ça arrive. Et ça peut arriver, évidemment. Bene. 1h10, c'est fini. Merci pour votre patience. Je traduis 1h10, c'est fini. Merci aux 4 interlocuteurs qu'on a eus. Ils ont été tout à fait pointus au niveau timing. Et je les remercie pour ça. Ciao Marco. On se retrouve à 14h30 ici même pour la suite.